Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 15 mai. Voici les informations que nous allons développer. Alors qu'il avait été relaxé en première instance, le père de famille qui soignait son fils avec de l'huile de cannabis qu'il cultivait lui-même a été reconnu coupable par la cour d'appel d'usage de cannabis, mais il a été dispensé de peine. Alors que dans l'Hexagone, il y a une défaillance collective en matière de protection de l'enfance, d'après un rapport parlementaire, nous ferons le point sur la situation au Fénois avec le décryptage de Suliane Favnek. 23 groupes inscrits et 3000 artistes mobilisés. Voilà à quoi s'attendre pour le Haïvite Haiti 2025, prévu du 3 au 19 juillet. Mais autour de l'événement Place Toata, il y aura d'autres festivités. Pour en parler, nous recevons en plateau le président du jury du Haïvite Haiti, Matani Kainuku. Une classe de bac pro du lycée professionnel de FAA partira à la découverte de la Silicon Valley en Californie pour visiter les grandes entreprises technologiques. Mais pour y parvenir, il faut lever des fonds. Merci d'être avec nous. Il a été reconnu coupable, mais a été dispensé de peine. Rappelez-vous, ce père d'un enfant autiste et épileptique, Ari Matatini Vairarwa, avait cultivé du cannabis pour notamment en faire de l'huile afin de soulager les crises de son fils. En première instance, il avait été relaxé, mais la cour d'appel en a décidé autrement aujourd'hui. Nicolas Suir, Marcel Bono. Pas de sanctions à l'encontre d'Ari Matatini Vairarwa. Ce papa a été poursuivi pour avoir fait usage à plusieurs reprises du Pacalolo afin de soulager son fils épileptique alors que la médecine ne pouvait y parvenir. La cour d'appel le reconnaît coupable mais ne le condamne à aucune peine. Il y a aussi une mauvaise image vue au cannabis. C'est pour ça aussi qu'on se fait petit, on va dire. Mais c'est pas évident parce que c'est là pour moi, là, c'est un grand soulagement. C'est 14 ans de stress, on va dire. Et c'est pas, on dirait, toi, je me sens léger. Sa femme, également présente à l'audience, déplore un acharnement judiciaire durant 14 ans contre son mari. Le plus triste, c'est que c'est mon fils qui en pâtit à chaque fois. Et au précédent procès, mon mari était tellement stressé que c'est mon fils qui a subi les conséquences, l'a déclaré un zona. Il a énormément souffert les 2 dernières semaines. Donc pour moi, ça reste quand même difficile. L'avocat de la famille entend le geste fait par la cour d'appel, mais souhaitait l'acquittement pour son client. Sur le principe, cette poursuite était inacceptable, que nous n'aurions jamais dû traîner ce père de famille devant les tribunaux. Notre société est en faute et d'entendre encore une fois le mot coupable à côté de cet acte qu'il a pu avoir pour son fils, moi ça me pose un problème. La famille Vairarwa réfléchit avec son avocat à une éventuelle suite à donner à ce long épisode judiciaire dont elle est heureuse de sortir aujourd'hui. Pas sûr qu'elle souhaite retourner devant les tribunaux maintenant qu'elle peut se consacrer entièrement à son fils. Justice toujours. La Cour d'appel a confirmé ce matin les jugements en première instance à l'encontre de Cyril Tétouanoui pour 2 des 3 affaires le concernant. Pour le cas de harcèlement à l'encontre d'un des cadres de la mairie de Toumara RTA et aussi l'usage d'un bateau municipal à des fins personnelles. Le président du SPCPF est condamné à 2 ans d'inéligibilité et à 6 mois de prison ferme, mais cette peine est aménageable. Son avocat, maître Robin Quinquis, a l'intention de se pourvoir en cassation, ce qui suspendrait l'exécution des peines. On l'écoute au micro de Nicolas Suir et Marcel Bono. C'est une peine qui est absolument disproportionnée par rapport à l'enjeu de ce dossier. Et d'ailleurs, en première instance, le tribunal correctionnel n'avait pas prononcé d'inéligibilité, ramenant un peu les choses à leur juste mesure. Donc, on n'a pas eu le temps encore d'en discuter précisément avec M. Tétouanoui, mais je vais lui conseiller évidemment de former un pourvoi en cassation contre cette décision, puisqu'elle n'est pas assortie d'exécution provisoire sur la peine complémentaire. Des associations ont marché ce jeudi dans l'Hexagone pour dénoncer la défaillance collective en matière de protection de l'enfance, car l'aide sociale à l'enfance traverse actuellement en France une crise profonde, d'après un rapport parlementaire. Quelle est la situation au Fénois? Les enfants sont-ils mieux protégés, suivis, accompagnés? Combien d'enfants sont en danger aux victimes de violences? Suliane Favnek, bonsoir. Vous êtes penché sur le sujet. Oui, tout à fait, Marouki. Bonsoir à tous. Eh bien, il faut savoir déjà que la protection de l'enfance au Fénois repose sur un système dual, une protection judiciaire qui, en fait, la responsabilité
revient à l'État et qui intervient donc quand il y a par exemple des signalements de violence, des signalements de danger et qui permet d'appliquer des mesures de protection et puis une protection sociale qui cette fois dépend du pays, de la DSFE et qui pareil vient protéger les enfants en cas de signalement mais aussi accompagner les familles. Alors il faut savoir qu'en 2024, il y a environ 2400 enfants qui ont bénéficié de mesures de protection judiciaire marocaine. Et malheureusement, Suliane, les violences sur les mineurs ont explosé ces dernières années. Et oui, et c'est vraiment une triste réalité. En l'espace de seulement 4 ans, plus 67% de violences sur les mineurs. Regardons ces chiffres. 2020, 569 cas. 2024, 952 cas. Alors rentrons un petit peu dans le détail. Les violences sur les enfants de moins de 13 ans ont plus que doublé. Et les violences sur les enfants âgés de 13 à 15 ans ont presque doublé. Alors parmi ces cas, il y a 48% de violences physiques volontaires, 45% de violences sexuelles et 7% d'autres types de violences. Ça peut être de la violence verbale ou encore psychologique marocaine. Oui, ces chiffres font donc très peur et vous venez de l'expliquer, les violences ont augmenté. Quelles sont aujourd'hui les structures pour les accueillir, les accompagner ou aider les familles ? Alors, à l'instar de l'Hexagone, on est en manque de structures, mais il existe quand même des structures. Il y a les structures du Faré Tamahao avec la maison de l'enfance, la maison de l'adolescence. En 2023, le Faré Tamahao a accompagné 7000 enfants. Depuis 2019, la DSFE a renforcé ses antennes dans les îles, aux Australes, les Tuamotu-Gambier ou encore les Marquises. Et puis, très important, depuis 2021, il y a un numéro d'urgence qui est actif, c'est le numéro vert 119. Donc les enfants qui sont en danger, qui peuvent appeler à ce numéro-là. Les proches, l'entourage également peuvent appeler à ce numéro-là. Néanmoins, il y a un véritable manque de structure, un manque également de moyens humains, parce qu'aujourd'hui, il y a seulement un éducateur qui suit entre 80 à 90 familles, ce qui rend difficile l'accompagnement efficace. Autre problématique, c'est la géographie du territoire, car on ne gère pas et on n'intervient pas de la même manière dans les zones rurales, dans les zones urbaines, dans les îles éloignées ou dans les îles comme Tahiti. Donc il y a encore un gros travail à faire. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour ces précisions. On retiendra ce numéro, donc le 119. Le Tapura Huiratira participera au séminaire régional du Comité spécial de décolonisation des Nations Unies, prévu du 21 au 23 mai à Dili, au Timor-Leste. La délégation sera composée du député Mouerani Frebo, du président de la CODIM, Benoît Koutei, et de Tepuarol Iteritei, représentante à l'Assemblée de Polynésie. Le parti justifie sa participation par la lutte contre les discours idéologiques du Tavini et son positionnement politique qui représente, selon lui, une imposture démocratique. Écoutez le député Mouerani Frebo au micro de Patrick Sinsing. On veut apporter la démonstration qu'on n'est pas un territoire colonisé, qu'on a la possibilité de décider par nous-mêmes. On va s'adresser à des pays étrangers qui ne connaissent pas le fonctionnement de nos institutions. Donc on va rappeler là-bas qu'on dispose d'un éventail de compétences qui est extrêmement large, c'est-à-dire en fait tout simplement dans tous les domaines, sauf dans les domaines régaliens, que nos élus sont polynésiens, que la totalité de nos chefs de service sont polynésiens et que l'État aujourd'hui n'exerce que des compétences que la Polynésie n'est pas en mesure d'exercer en matière de défense, de monnaie, de sécurité ou de justice. On a absolument tous les leviers pour décider nous-mêmes du destin de la Polynésie et c'est important qu'on le rappelle là-bas. La fête du Heiva sera bientôt de retour et les célébrations s'annoncent exceptionnelles. Ce rendez-vous culturel incontournable a su résister au mouvement du temps et aux difficultés de chaque époque. Rarement annulé, le Heiva a pourtant subi de plein fouet la crise du coronavirus en 2019. Retour sur l'histoire récente de cet événement avec Mélissa Chong. 1881, les artistes foulent le sable de Taraheuil pour la toute première édition du Tiurei. Les années passent, les groupes de danse et de chant se professionnalisent et le Tiurei laisse place au Heiva à partir de 1891. Mais s'il y a une période qui a profondément marqué Raymond Graff, c'est celle de la pandémie de Covid-19. Aucune activité dans le cadre du Heiva n'a été mise. Et j'étais le seul à faire la marche le feu. Et tout le monde est arrivé avec des masques. Et j'ai demandé de retirer leurs masques. Pourquoi? Parce que ceux qui sont désireux, qui ont pris la décision de franchir la fournaise, ils vont retirer leurs masques. Je ne n'autorise pas à traverser s'ils ont le masque. Et là, ils vont manger, aspirer ce feu.
Évoluer et se réinventer, voilà tout l'enjeu des enseignants du conservatoire artistique. Alors qu'il était formellement interdit de mettre le nez dehors, la culture s'est invitée dans les foyers des élèves, mais pas seulement. On a appris aussi de cette pandémie, c'est de donner accès à la culture au plus grand nombre à travers les technologies, les nouvelles technologies, des cours en distance, en ligne. Et c'est ce qui nous a permis de développer ces cours en ligne. On peut donner des cours à Rayatia, on peut donner des cours au Tuamotu. Les sports traditionnels continuent leur ascension dans le cœur des jeunes, à tel point qu'ils sont désormais plus nombreux à s'entraîner toute l'année pour défiler fièrement avec leurs fruits gorgés de soleil sur les épaules. Avec l'action du gouvernement de promouvoir notre culture dans les écoles, on a de plus en plus de scolaires, on a énormément d'organisations, d'initiations, de démonstrations que l'on fait auprès des jeunes des quartiers. Mais participer au Heiva coûte cher. La Maison de la Culture alloue un budget de 100 millions de francs pacifiques aux festivités qu'elle organise. Nous avons eu effectivement le plaisir d'augmenter les aides financières remises aux groupes parce que ça faisait partie des problématiques majeures que rencontraient chaque année les groupes, que ce soit les aides financières ainsi que les lieux de répétition, comme vous le savez. Nul doute que cette 144e année du Heiva affichera autant de surprises et de spectacles avec 23 groupes inscrits et 3000 artistes mobilisés. Et pour parler du Heiva Tahiti qui aura lieu du 3 au 19 juillet, nous recevons le président du jury. Bonsoir Matani Kainuku. Bonsoir. 23 groupes inscrits et 3000 artistes mobilisés. Est-ce qu'on est dans les standings des années précédentes? Tout à fait, on a remarqué que de plus en plus de gens se mobilisent. Après, il y a eu la volonté de la Maison de la Culture avec le ministère aussi de peut-être repenser le Heiva sur plusieurs années et pas uniquement sur un événement annuel. Donc la diminution de nombre de participants, par exemple, va permettre d'augmenter, comme le directeur l'a dit, eh bien, des aides à apporter au groupe. Est-ce que c'est mieux d'avoir peu de groupes et donc du coup de la qualité et des gens qui restent assis sur Tuata, ou on va partir sur des nombres importants de danseurs et de groupes, et en fait les gens sont fatigués parce que les soirées sont très longues. Donc il y a une nouvelle stratégie de la part de la Maison de la Culture et du ministère de mieux planifier quelque part le Heiva sur plusieurs années. Vous parlez de changements. Est-ce qu'il y a des changements justement au niveau du règlement pour ce Heiva 2025 ou on reste sur les mêmes critères? Le règlement qui existe aujourd'hui date de 2020-2021, ce sont les derniers changements qui ont été opérés. Et alors, ces changements ont été décidés par tous les groupes de chant et de danse. Ils n'ont pas été faits à leur insu. Et donc, aujourd'hui, quelques petites modifications à chaque fois ont été faites pour améliorer. Mais la volonté de tous les chefs de groupe, c'est d'abord d'être d'accord sur un règlement, parce que c'est eux qui l'ont construit, et surtout de le stabiliser sur plusieurs années. Est-ce que les méthodes ont évolué? On parle par exemple des répétitions à distance, les supports vidéo. Est-ce que ça a apporté un plus pour les troupes de danse notamment? Je pense que dans un premier temps, avant de parler des troupes de danse, il y a des chorégraphes, il y a des écoles de danse, il y a des chefs de groupe, il y a des meilleurs danseurs et meilleures danseuses, et beaucoup ont réussi à vivre de cette activité. Donc les cours à distance permettent de proposer des formations hybrides, en présentiel, à distance, et ça c'est intéressant. Pour les groupes de danse, je pense qu'il y a un intérêt, surtout lorsque des étrangers ont envie de venir danser. Le règlement le dit, 10 étrangers au maximum. Et je pense que ça peut permettre d'aider les uns et les autres à apprendre les danses. Très rapidement, dernière question. Le Himene aussi est mis à l'honneur, notamment auprès des jeunes générations, grâce notamment au Heiva Pupu Himene. Est-ce que vous constatez, en tout cas vous espérez constater un plus grand engouement pour les Himene? Alors, le Heiva, Himene ou chant ou toutes les autres activités traditionnelles, toutes ces actions sont portées par notre langue.
Donc notre langue traverse les activités et le heiva. Et le himine fait partie de ces activités où la langue est mise en avant, où les récits sont mis en avant. Et oui, il y a un intérêt que les himines soient portés au plus haut, notamment pour garder la mémoire de la toponymie, des récits qui sont dans les territoires, et puis ces récits qui forgent en fait l'identité de tous les enfants, de tous les jeunes et de tous les adultes que nous avons autour dans notre population. Voilà. Merci beaucoup, Matani Kainuku. Je rappelle que vous êtes président du jury du Heiva et Tahiti. D'ailleurs, la billetterie ouvre demain à 9h à la Maison de la Culture. Merci beaucoup. Un nouvel élan pour les énergies à Bora Bora. La commune a inauguré 21 centrales photovoltaïques posées sur des bâtiments municipaux et aussi un système de stockage d'énergie par batterie. La perle du Pacifique va ainsi atteindre le cap des 20% d'énergie renouvelable dans son mix électrique. Une classe de bac pro du lycée professionnel de FAA prépare un voyage dans la Silicon Valley, en Californie. Objectif, renforcer leur anglais, découvrir les grandes entreprises technologiques et tout au long de l'année, mener des opérations de levée de fonds pour financer ce voyage. À 5 mois du départ, le budget n'est pas encore bouclé. Lucille Guichet, Patrick Tinsin. C'est presque devenu une habitude. Dans la cour du lycée professionnel de FAA, une vente de crêpes à l'heure de la récréation. Les 14 élèves de la première métier du commerce, vente et accueil préparent un voyage en Californie pour l'année prochaine, dans la Silicon Valley. Ça nous demande quand même beaucoup de travail, parce que des fois, à l'heure des cantines, on va récupérer les commandes, on fait les livraisons, on passe dans les salles presque toutes les semaines, prévenir de nos prochains projets. Vous êtes motivé ? Ah oui. On est beaucoup sur de l'organisation d'un événement, sur le traitement des données, donc ils sont beaucoup sur des outils numériques, donc sur poste informatique. On est beaucoup aussi sur des compétences un peu psychosociales, c'est-à-dire savoir collaborer, s'organiser, savoir gérer son temps. Depuis 6 mois, les élèves organisent des ventes alimentaires ou des lavages de voitures. Objectif, récolter 2 600 000 francs. Pour le moment, seul un tiers du budget est rassemblé et le temps passe. Il lance également un appel aux dons sur la plateforme Anavaï. La plupart des enfants des îles de notre classe, et la plupart ils n'ont jamais vraiment quitté notre film. Et ça serait une première pour nous tous de partir loin de notre île. Vous avez hâte ou vous êtes inquiet ? Personnellement, moi j'ai hâte. On a eu l'opportunité d'avoir un contact à Microsoft, donc c'est comme ça qu'a germé l'idée. Et puis comme c'est une classe sur qui on peut compter, on peut faire confiance, donc on a développé après ce projet-là. En octobre prochain, ces lycéens espèrent ainsi visiter Microsoft ou encore être reçus par le consul de France à San Francisco. De quoi apprendre à rêver grand avant de passer leurs épreuves du bac. L'information principale de ce jeudi 15 mai, coupable mais dispensé de peine. La Cour d'appel de Papeete a rendu son jugement ce matin sur le père qui plantait du cannabis, en consommait et qui l'utilisait pour faire de l'huile de massage pour son fils autiste et épileptique. En première instance, il avait été relaxé, mais le parquet général avait fait appel de cette décision. Aujourd'hui, il a été reconnu coupable des faits d'usage de cannabis. L'invité café demain matin en radio sera le chanteur Carl Gooding, alias Kalou, fondateur du groupe Trio Kikiriri. Il fête cette année ses 50 ans de carrière. Sur vos écrans, après ce journal, votre divertissement Pauaora, puis 2 épisodes de la série Black Santiago Club. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichard. Passez une excellente soirée et une très belle fin de semaine. On se retrouve lundi. En attendant, prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Votre soirée sur la première. 19h25, Pauaora vous emmène au Tuamotu et aux îles de la Société. En famille, évidemment. 20h35, retour au Black Santiago, le club où l'on s'affronte pour l'argent et pour la gloire. Pauaora. Black Santiago Club. Bonne soirée sur la première.
Bienvenue dans un nouveau monde. Un monde où tu peux être toi-même, partout, sans jugement. Rejoins l'univers Lynk & Co et laisse enfin ta personnalité briller au volant des SUV 06 et 01 hybrides. Un look unique, des technologies de pointe issues du savoir-faire Volvo. Ose essayer, brise les codes, reste toi-même. SUV Lynk & Co à partir de 3 990 000 francs seulement. Retrouve Lynk & Co dans tes showrooms Kia à Mamao et Carrefour Punaouia. Lynk & Co, boost your zest. Pour la fête des mamans, l'association de l'artisanat d'art vous invite à son salon de la fête des mères du jeudi 22 au dimanche 25 mai au Hilton Hotel Tahiti. Le salon de l'artisanat d'art, une occasion unique de combler toutes les mamans avec un cadeau d'exception grâce au talent incomparable de nos artistes et artisans exposants. Samedi dans Amour parfait. La meurtrière de Léonel Roubiao perd le droit de la succession de son père pour avoir été malhonnête. Vous allez vous excuser auprès de Marais. Mes lecteurs ont le droit de connaître la vérité sur le vrai visage de Maria Elisa. L'hôpital vient d'appeler, c'est très urgent. Que s'est-il passé? Le docteur Gouveia a été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait machine arrière. Vous savez quelque chose? Non. Que cachez-vous ici? Qu'est-ce que c'est? Non. Amour parfait, nouvel épisode, samedi à 19h30 sur La Première.